El pueblo unido jamás será vencido. Le peuple uni jamais ne sera vaincu. Exactement. Ce soir, nous sommes unis. Comme les 5 doigts de la main. De la main. Ce soir, nous sommes unis. Toute la bouchette des militants, hein, qui n'ont pas honte de dire qu'ils sont des militants de la cause du monde, seront là ce soir. Tous ces militants-là. Et en premier, il y a tu sais que Donald, la première émission, en fait, qu'on a fait au téléphone, quand il fallait utiliser le téléphone, par ça, tu sais que ces gens, c'est Ville qui m'a montré comment utiliser ça, qui m'a trouvé un moyen. Ah ouais? Ben oui, parce que je ne savais pas, c'est lui, je l'appelais, il me dit, fais ci, fais ça, il a trouvé des choses pour dire, il est là en attendant que j'ai accepté un autre. Bonsoir Jean, bonsoir Donald. Bonsoir Jean. Bonsoir Robert, bonsoir Donald. El pueblo va a triunfar.
18h10. Je suis Robert Ismaël, avec vous tous les vendredis, 18h-20h. Je rappelle, vous écoutez votre émission Cabaret des idées, qui prend antenne sur les ondes de CPAM. On était en vacances depuis le 13 décembre. On est de retour, malheureusement handicapé d'un bras, d'un élément. Donald n'est pas là avec nous ce soir. On a pensé à inviter plusieurs personnes pour vous, comme on fait d'habitude depuis un certain temps. Surtout, Haïti est en danger. Haïti a besoin de la solidarité. On va consacrer une bonne partie de l'émission à Haïti. Parce que des gens qui n'ont rien à voir avec Haïti parlent d'Haïti. Nous qui sommes d'origine, nous sommes concernés. C'est de notre responsabilité de nous intéresser à la chose haïtienne. Alors, on a invité pour vous ce soir, ils seront là à partir de 18h30, Jenny Laure Sully, une habituée du Cabaret des idées. On va parler d'Haïti. Et Jean Saint-Ville, J'Afrique Haïti, depuis Ontario, il va être là avec nous. Jean-Claude Martineau, Corallin, qu'on connaît très bien, qui sera avec nous. Alain Saint-Victor aussi sera de la partie. Quand on s'est laissé la dernière fois, on se disait on aimerait avoir les mêmes personnes qui avaient participé à la dernière émission pour que non seulement qu'on fasse un petit résumé de ce qui avait été fait jusque-là, surtout au niveau de la résistance haïtienne, mais en même temps, regarder le futur. Voir comment ça va se passer parce que il était bruit que les troupes rentrent en Haïti à partir du 10 janvier. Ça venait d'une représentante aux États-Unis. Et souvent, on sait qu'on pousse de l'avant, qu'on met de l'avant certaines personnes, certaines porte-paroles. Les vraies personnes n'interviennent pas directement souvent, mais des porte-paroles, souvent, malheureusement, c'est des gens de la communauté qu'on met de l'avant pour faire des bas œuvres, pour annoncer les mauvaises nouvelles. Donc, on pense que d'un moment à d'autre, parce qu'ils n'ont pas abandonné ces gens-là, d'un moment à d'autre, ils vont décider d'intervenir. Alors, avant qu'ils arrivent, il est 18h13, on s'était dit, puisque tout est lié dans la vie, ce qui se passe en Haïti se passe aussi ailleurs, et d'ailleurs, il y a un dénominateur commun de tous nos malheurs. On voit toujours l'empire le plus puissant de la planète qui n'a jamais existé dans l'histoire du monde, les États-Unis. Il y a un dénominateur commun, ils ne sont jamais trop loin dans nos malheurs. C'est pour ça qu'on a décidé, avant 18h30, de faire un petit détour au Brésil, au Pérou, pour que vous sachiez, pour comprendre la dynamique politique, géopolitique, et surtout dans notre Amérique. Et surtout, ça nous permettra aussi de comprendre que il ne faut pas seulement analyser les choses, en fait, à partir de nos problèmes, de nos propres problèmes haïtiens. Il faut comprendre ce qui se passe en Haïti, c'est une partie du problème. Mais tout est lié, comme je dis souvent. Au Brésil, qu'est-ce qui se passe? On sait que Lula a prêté serment le 1er janvier dernier. Il a été élu. Lula, Luis Inácio Lula da Silva, a été élu au Brésil. Il a battu Jair Bolsonaro. Bolsonaro, c'est un ancien militaire, un xénophobe, un fasciste, et qui a décidé non seulement de ne pas passer lui-même l'échappe à Lula, mais aussi de contester la victoire de Lula. Il conteste le pouvoir, mais on l'a déjà vu ailleurs, c'est-à-dire aux États-Unis. Quand on comprend ce qui se passe, quand on comprenait, ou bien quand on a compris ce qui s'est passé à un moment aux États-Unis, il n'est pas difficile de comprendre ce qui vient de se passer au Brésil.
le même langage, la même famille idéologique, parce que Donald Trump, de l'extrême droite, et aussi il y a Donald Trump de l'extrême droite, il y a Jair Bolsonaro, l'extrême droite, ils ont le même langage. Le même langage parce que ces gens-là, ils agissent de la même manière. Et d'ailleurs, Donald Trump qui n'a même pas attendu que Lula prenne le pouvoir, hein, ce qu'on a remarqué, il est parti aux États-Unis. Il est parti aux États-Unis et quand il est allé aux États-Unis, s'était même rendu à l'hôpital. Donc on comprend très bien, c'est une famille politique, c'est une famille idéologique et c'est pour ça que je dis tout est lié dans la vie. Il faut jamais dire que c'est. Je vois Alain qui est là. Alain, je vois le A. Bon, il est là, notre ami Alain. Alain, comment tu vas, mon cher? Très bien. Très bien. Désolé pour le retard. Non, Alain, c'est correct. Bonne année, mon cher Alain. Bonne année et puis bonne année de lutte. Bon combat. Bon combat. Bon combat et d'espoir aussi pour la lutte du peuple haïtien. Tu as disparu de l'écran, Alain. Alain, tu as disparu de l'écran. Ah bon? Je te vois plus. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ah, ok, donc c'est nous. On t'entend, mais je te vois pas. Donc, j'ai des gens qui s'en occupent. Mais tu peux continuer à parler. Je t'entends. Alain, alors, j'ai annoncé nos invités, mais Alain, comme d'habitude, on essaie de montrer, de donner une certaine explication aux gens pour dire que ce qui se passe en Haïti, il faut pas voir seulement Haïti parce que tout est lié. C'est-à-dire le comportement de certains dirigeants mondiaux, et ces dirigeants-là agissent de la même manière partout. Il suffit d'avoir des matières premières dans un pays pour qu'ils sortent leurs griffes. Par contre, ils vont trouver certaines résistances dans certains pays qui font qu'ils modélisent, c'est-à-dire leur action. Néanmoins, ils n'abandonneront jamais leur idée, leur desiderata, l'envie d'accaparer les richesses des autres pays pour aller bien vivre dans leur pays d'origine. Et pour ne pas citer les États-Unis, je disais, il y a un dénominateur commun, dominant, dans tout ça, qui se trouve l'empire qu'on n'a jamais connu dans l'histoire de l'humanité, les États-Unis. Alors, Alain, j'ai commencé à parler des États-Unis et le Brésil. Le Brésil en particulier, pas les États-Unis, le Brésil en particulier, parce que on a vu Jair Bolsonaro qui n'a pas attendu que Lula prête serment le 1er janvier et on a vu exactement les mêmes réactions de ses supporters que ceux de Donald Trump qui s'est passé aux États-Unis. Et de la même manière, ils ont envahi 3 espaces importants du pouvoir brésilien, c'est la Cour suprême, le Parlement, la présidence. Ils ont fait tout le dégât, le chaos, et on a même compris que c'est un coup d'État avorté. Donc, Alain, ce qu'on se dit, pour comprendre ce qui se passe ailleurs, il faut aussi savoir dans notre pays Haïti, il faut savoir ce qui se passe dans notre Amérique, en particulier le Brésil et le Pérou. Non, mais justement, je pense que c'est une constatation importante parce qu'il ne faut pas comprendre que c'est une question seulement qui concerne le peuple haïtien. Naturellement, il y a des différences de la domination, on le voit clairement. Et ce que s'est passé au Brésil, par exemple, c'est très révélateur. Par exemple, on voit qu'il y a un mouvement, effectivement, mondial néo-fasciste et qui est en train de se consolider. On l'a vu, par exemple, en Suède, en Italie, etc. Et maintenant, c'est Bolsonaro qui refuse de laisser le pouvoir comme l'a fait Trump. Donc, il ne faut pas oublier aussi que le conseiller, justement, de Bolsonaro, c'est Steve Bannon. Steve Bannon. Steve Bannon, qui était aussi le conseiller de la première ministre italienne, néo-fasciste aussi, qui a pris le pouvoir en Italie. De Donald Trump. Qui se promène un peu partout aussi pour conseiller justement ces courants néo-fascistes
et comment conserver le pouvoir et comment prendre le pouvoir. Et donc, on voit que c'est une situation mondiale. C'est une situation mondiale. Et effectivement, comme tu l'as dit, ce n'est pas seulement Haïti qui est concerné. Donc, toute l'Amérique latine est concernée, toute l'Afrique est concernée. On a vu le coup d'État aussi, ce qui s'est passé au Pérou. Les choses commencent à se préciser parce que il semble que le président qui a subi le coup d'État, j'ai oublié son nom. Pedro Castillo. Pedro Castillo. Castillo, exactement. Castillo, qui voulait signer un contrat avec la Chine pour la construction d'un chemin de fer, je crois, qui allait relier à peu près une bonne partie de l'Amérique latine. Et il ne faut pas oublier aussi, la Bolivie contient aussi de l'uranium, donc des minerais extrêmement importants, extrêmement stratégiques. Et donc, il semblerait que c'est à cause de ça qu'il a subi le coup d'État. Donc, on comprend qu'effectivement, il y a une politique internationale qui est dirigée, qui est conçue justement dans l'intérêt des grandes puissances, et en particulier des États-Unis. Et j'ai appris aussi qu'il y a 2 écologistes honduriens qui ont été assassinés. Parce que ce sont des gens qui défendaient, qui luttaient contre la pollution des rivières, justement en Honduras. Et on sait que dès qu'il y a ce genre d'assassinat, ce sont les compagnies minières qui sont concernées. Et Alain aussi, et tu sais qu'il y a une organisation qui s'appelle l'OEA, que j'appelle moi le ministère des colonies. Et quand il s'agit des pays comme Haïti qui intervient souvent, qui dictent des choses, on connaît, c'est-à-dire l'emprise ou du moins l'agissement de l'OEA en Haïti en particulier et dans d'autres pays, au Venezuela en particulier. Mais dans le cas du Brésil, des États-Unis, même le Canada, on n'a jamais vu l'OEA. Donc c'est une organisation qui est là, comme on dit bien, ministère des colonies, qui en fait participe à ce qu'on appelle, c'est-à-dire la gestion des affaires des États-Unis à l'extérieur des États-Unis. Alors, en attendant Alain, on va dire bonsoir à Jenny Laure qui est là avec nous. Bonsoir, ça va bien, Jenny? Bonsoir, Jenny. Bonsoir, désolé pour le retard. Non, c'est correct. Santé, Jenny, bonne année. Santé, bonne année. Est-ce que notre ami Donald n'est pas là? Donald n'est pas là aujourd'hui. Donald a un petit problème. Donc, ça fait un petit bout de temps depuis... Donc, il n'a pas pu être avec nous. Mais par contre, je pense qu'il nous écoute. Mais il a beaucoup de difficultés à se déplacer. Donc, alors là, Don, on est avec toi. Tout le monde t'envoie des ondes positives encore. Des salutations de camarades. Oui, Alain. Je disais, par exemple, l'OEA, cette organisation qui se dit une organisation, c'est-à-dire de toute l'Amérique, organisation des États américains, c'est-à-dire le continent américain. Mais on voit cette organisation ne sert à rien sinon pour aller emmerder des pays et semer le chaos dans des pays comme Haïti, le Venezuela. Mais quand il s'agit des grandes puissances de l'Amérique, et surtout quand c'est la droite qui agit, ils ont tendance à appuyer la droite fasciste, c'est-à-dire qui défait les gouvernements progressistes élus démocratiquement en Amérique. Effectivement, d'ailleurs, c'est pourquoi notre poète Félix Morisseau-Leroy a appelé l'OEA l'organisation de prostituées. Donc, le mot n'est pas... Je pense que le mot est tout à fait approprié, parce que c'est une organisation instrumentalisée, particulièrement par les États-Unis, par Washington, pour justement établir sa domination sur l'Amérique latine, sur les Caraïbes. On a vu le rôle qu'a joué, par exemple, l'OEA en 2010, par exemple, dans l'élection haïtienne en 2010, justement pour donner le pouvoir à Martelly. Et on a vu aussi l'OEA qui a intervenu plusieurs fois qui a dénoncé le Venezuela, qui a reconnu, par exemple... Guaido. Exactement. Donc c'est sûr que l'OEA aussi a exclu Cuba. En effet. À Punta del Este en 1962. En 1962. Donc, le vote le gouvernement haïtien a joué un gros rôle là-dedans. Ben oui. Et donc, c'est clair qu'actuellement, si on ne voit pas ça, que l'OEA, c'est vraiment une organisation instrumentalisée
et au service des Américains, je pense qu'on est totalement aveugle. On ne fait pas de la politique. Après plus de 60 ans de politique de l'OEA dans les Amériques, c'est clair que c'est un organisme qui est au service des États-Unis. En effet. L'histoire, Jenny, l'histoire de ce qu'on appelle du fascisme, ou bien le bilan du fascisme en Amérique, donc donne foi au dos. Jenny, parce que tu viens d'arriver, on voit comment le fascisme agit au Brésil. Au Pérou, on a atteint 49 morts aujourd'hui. On a vu des colonnes de gens qui sortent un peu de partout et ils sont le fascisme, la droite. Ce ne sont pas des gens qui sont capables de participer à ce qu'on appelle la démocratie que les États-Unis prônent. Malheureusement, Jenny, les États-Unis continuent à mettre de l'avant cette histoire de démocratie, mais quand ça fait son affaire, Jenny, parce que c'est intenable ce qui se passe au Pérou et que les États-Unis qui ont reconnu le gouvernement putschiste, le Canada a fait de même et on voit l'armée est en train, la police est en train de massacrer des gens au Pérou et on ne sait pas, ils ont raté ça de peu au Brésil, on ne sait pas, c'est pas fini, Jenny. Ils vont recommencer. Peut-être qu'ils ont une certaine résistance, mais c'est pas fini au Brésil avec Lula. Non, je ne crois pas que la déstabilisation est terminée. C'est clair que les forces qui sont pour la régression sociale, qui sont pour le fascisme, qui sont pour le maintien des inégalités sociales au Brésil vont continuer à s'allier avec les États-Unis pour finalement à obtenir ce qu'ils veulent, c'est-à-dire le maintien de leurs privilèges. C'est ça qui est en train de se jouer. On a une oligarchie au Brésil, comme dans les autres pays d'Amérique latine, comme en Haïti, une oligarchie qui est prête à tout pour maintenir ses privilèges et qui peut compter sur l'oncle Sam, donc sur les États-Unis, pour obtenir gain de cause, pour vraiment maintenir cet ordre social d'exclusion de la majorité, de l'exclusion des masses. C'est ça qui est en train de se jouer. Et donc, quand on parle de démocratie, c'est clair que c'est pas la démocratie que les États-Unis répondent à travers le monde. Ils instrumentalisent les institutions internationales comme l'OEA et même ils tentent de détourner en fait toutes les institutions qui pourraient être démocratiques, que ce soit au niveau chez eux ou ailleurs. Alors, c'est ça, il ne faut pas s'étonner de ce qu'on est en train de voir. C'est leur tentative de maintenir leur domination dans la région des Amériques, comme à travers le monde. Et ce qui se passe au Brésil se rattache à leur tentative de domination mondiale. Les États-Unis ont un texte qui s'appelle Full Spectrum Dominance. Donc, c'est la domination sur le spectre entier de la planète, full spectrum. C'est comme ils ne veulent pas juste être une puissance, c'est pas assez pour eux. Ils ne veulent pas juste être une force économique dans le monde, ils veulent pas juste avoir défendre leurs intérêts, ils veulent une domination pleine et totale partout. Et surtout aujourd'hui, cette domination est contestée. Il y a ce qu'on appelle une évidence, qu'ils le veuillent ou non, aujourd'hui, les choses changent. Peut-être qu'on ne voit pas directement, c'est-à-dire cette domination, ou du moins cette participation des autres pays comme on l'entend, mais par contre, il n'est que d'attendre. Jean est là, on va dire bonsoir à Jean, Jean Saint-Ville, Jafrica. Jean, comment tu vas, mon cher? Ça va très bien et... Désolé que moi arrivé en retard. Oh, pas en retard, Jean, pas en retard. Non, ok. Je salue Robert Ismaël, je salue Alain Saint-Victor, camarade Jenny Lorsouli, un peu de respect. Et puis, c'est ça, m'a suivi brasser l'idée depuis quelques temps là. Vraiment, l'idée, introduction pour faire lien avec
qui ça et malfaiteur a fait dans le pays Brésil. Mais je pense que c'est une bagage pour ne pas négliger du tout. Parce que là, ça a privé Brésil a commencé par être, nous-mêmes, à qui nous pensé, c'est à Malik Shabazz El-Shabazz, Malcolm X, qui t'a parlé de Chicken Coming Home to Roost. Parce que Lula da Silva va innocent non plus. Lula est rentré dans la cabane avec Blanc Malveillant dans le coup d'État 2004 là. En effet. Et c'est une bagaille nous te dit que c'est pas parce qu'on collabore avec impérialiste là qui fait la blio. Jean, on revient, c'est le temps de la pause, on revient tout à l'heure. 18h33, je rappelle, madame, messieurs, vous écoutez Cabaret des idées, l'émission qui prend antenne tous les vendredis 18h, 20h. Nous avons avec nous ce soir Jenny Laure Sully et aussi Alain Saint-Victor, Jean Saint-Ville Jafrica qui est avec nous et Jean-Claude, je viens de l'appeler, il ne tarde pas à arriver, il va arriver bientôt. Malheureusement, nous n'avons pas Donald avec nous ce soir parce que Donald a un petit problème, donc il nous écoute, mais il ne peut pas être avec nous. Alors, c'est ça, on a commencé cette émission à faire le lien parce qu'on va parler en grande partie d'Haïti. Haïti, ce pays que moi je dis souvent, je pense la plupart d'entre nous qui sommes ici ce soir, nous disons que Haïti, on fait payer à ce pays ce que ce pays-là était obligé de faire, c'est-à-dire de finir avec le système monde, l'esclavagisme. Et on continue. Il y a des gens qui disent que non, c'est loin de 200 quelques années. Qu'est-ce que vous faites? Haïti n'a aucune richesse. Alors là, ces gens-là ne connaissent pas l'histoire parce que les pays comme les États-Unis, les empires font des projections et des milliers d'années. Ils savent déjà de génération en génération. C'est pour ça qu'ils s'arrangent pour qu'ils vivent bien de génération en génération au détriment des autres pays, en exploitant les matières premières des autres pays. Donc nous disons, et Haïti, qui est l'alma mater, nous avons décidé depuis un certain temps de consacrer beaucoup de temps à Cabaret des idées à Haïti, parce que tous les enfants d'Haïti ne sont pas au rendez-vous. Si tous les enfants d'Haïti étaient au rendez-vous, on aurait déjà terminé, je dis bien terminé, pour montrer qu'il y a une lueur d'espoir. Nous faisons ce travail d'éducation populaire, nous faisons ce travail de conscientisation, de sorte que les gens comprennent ce qui se passe. Quand ils voient les pays comme les États-Unis, la France, le Canada, disent ou bien agissent au nom de l'amitié, ce sont nos pires ennemis. Donc, nous essayons de faire comprendre aux gens certaines choses. Voilà pourquoi cette équipe s'est réunie ce soir pour davantage continuer à faire le travail que nous tous, nous faisons depuis un certain temps, mais il n'est que d'attendre. Il n'est que d'attendre. L'homme n'a pas été bâti en un jour. Donc, c'est ce qu'ils disent. Et Jean, tu parlais de ce lien qu'on faisait parce que souvent nous disons tout est lié dans la vie. Donc, pour comprendre ce qui se passe en Haïti qu'on va aborder tout à l'heure, on a mis en évidence ce qui s'est passé au Brésil, ce qui se passe au Pérou et ce qui se passe actuellement pour que les gens voient les liens et comprennent. Vas-y, Jean, continue. Jean, tu es là? Oh, Jean, et je t'entends pas, Jean. Jean, non, Jean, on t'entend pas. Ouvre ton micro, Jean. On t'entend pas. Ouvre ton micro. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ton micro est fermé. Alors, Jenny, je t'entends pas non plus. Alain? Ah, mais c'est de notre côté. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Je comprends pas. Il y a un problème? Oh, mais oui. Alors, écoute. Madame, messieurs, le problème se trouve entre le doigt et la tête de celui qui contrôle les boutons. Tout est jeu, là. Oh my. C'est de mon côté. Vas-y Jean, continue avec ce que tu disais. Vas-y Jean, vas-y. Alors, ce que nous disions, c'est que justement, ce qui se passe aujourd'hui au Brésil ne devrait pas nous étonner puisque
Moi, j'ai eu l'opportunité de visiter le Brésil en 2014 et ce que j'ai observé, c'est un pays où il y a un très grand clivage. Il y a Sao Paulo et il y a le reste du Brésil. Donc, tandis que aujourd'hui, il y a probablement des bolsonaristes qui sont très fâchés dans l'État de Sao Paulo, mais cela m'étonnerait que ce soit la même chose, par exemple, à Bahia, et dans les communautés où l'équipe de Lula était fort attendue. En fait, les gens étaient très vexés de voir qu'on avait non seulement fait arrêter Lula, mais boycotter beaucoup de réalisations de l'équipe de Lula et de Dilma Rousseff. Bref, je crois que ceci se cadre beaucoup plus, de façon plus importante dans un mouvement global, pas seulement à l'intérieur des murs du Brésil qu'il y a ces fascistes-là qui refusent une redistribution des richesses d'un pays riche comme le Brésil. C'est partout. Et je crois que le coup d'État qu'on a vu au Pérou et dans d'autres pays aussi, ça devrait être une leçon pour nous en Haïti qu'il ne suffira pas pour nous reprendre le contrôle d'Haïti, ce qui ne sera pas chose facile. Mais une fois que nous aurions choisi un bon gouvernement haïtien, il va falloir continuer à combattre les États-Unis, l'Europe, le Canada. Et quand je dis ces pays-là, je parle des impérialistes qui, pour eux, c'est tout à fait naturel que les compagnies minières canadiennes rentrent en Haïti, fouillent, prennent l'or et puis laissent la pagaille. Donc, notre travail ne fait que commencer. Car à chaque fois qu'il y a un gouvernement progressiste qui arrive au pouvoir dans la région, qui veut investir dans l'éducation, la santé, et redistribution des richesses, on les fait basculer. Donc, cela ne va pas s'arrêter. Alors, je comprends, on rentre directement en Haïti parce qu'on s'était dit qu'on va consacrer beaucoup de temps à Haïti. Messieurs, je vais faire... Ah, pardon, Alain, tu voulais dire quelque chose avant que je... Oui, alors, Oui, pardon. C'est monsieur et dames. Oui. Alors, il ne faut pas dire de nos jours aussi ni messieurs ni dames. Hein. Il faut surtout... Vas-y, Alain, vas-y. Oui, alors, non, je pense que c'est important de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de voter ou bien d'avoir un bon gouvernement. Donc, c'est une lutte importante. Non seulement la lutte consiste aussi à avoir un bon gouvernement. D'ailleurs, c'est très difficile pour nous en Haïti d'avoir un bon gouvernement qui pense au pays. On ne parle même pas de révolution. Là. On parle de gouvernement peut-être constitué de gens intègres, honnêtes, etc., qui pensent pays, qui a un programme plus ou moins nationaliste, qui a un programme pour l'éducation, pour l'agriculture, pour la souveraineté alimentaire. Ça c'est des choses tout à fait banales de mon point de vue. Et tout pays a droit à ça. Donc, c'est incroyable de voir comment que nous, on nous refuse ce genre de gouvernement. Donc, ça, c'est même pas une question de, comme disait dans les années 70, de combattre le communisme, quoi que ce soit, avec la révolution. C'est d'avoir un État qui travaille pour le pays. Et ça, je pense que ça montre clairement la nature de la domination sur le pays en Haïti. Donc, c'est une domination extrême, une domination sans pitié, qui juge clairement que nous, ceux qui dominent le pays, les puissances extérieures qui dominent le pays, c'est nous qui devons décider pour vous quel président que vous devez avoir, quel premier ministre que vous devez avoir, c'est quoi votre programme pour l'éducation, c'est quoi votre programme pour l'agriculture et pour votre économie. Donc ça, c'est clair et net, ce genre de tendance depuis plus que 10 ans. J'aimerais souligner, comme on est, aujourd'hui c'est 13, donc j'aimerais quand même souligner le 13e anniversaire du tremblement de terre qui s'est produit en Haïti. Et moi, je pense qu'on est dans l'impossibilité de faire le deuil parce que ça fait depuis 13 ans, depuis l'avènement de ce terrible événement en Haïti. Et c'est vraiment ce qu'on a obtenu après ce tremblement de terre qui a fait près de
250 000 victimes, 250 000 morts. C'est vraiment détournement de fonds qui ont été attribués justement pour, soi-disant, la reconstruction d'Haïti. Donc on arrive difficilement à comprendre comment des gens, devant tant de cadavres, devant tant de destruction, arrivent à détourner ces fonds-là pour leurs propres intérêts. Et il y a aussi l'accouchement aussi, je dirais. Ce volontaire aussi a accouché aussi le régime néo-dualiste du PHTK. Donc on ne peut pas faire ce deuil aussi longtemps qu'on n'arrive pas à construire un État où on peut penser à ces gens-là qui ont été victimes du volontaire, mais qui ont été victimes aussi, en quelque sorte, du régime qui a succédé le volontaire. Et je pense que c'est de cette façon-là qu'on doit essayer de penser le volontaire en Haïti. Ce n'est pas une question seulement de se réunir, de prier ou bien de penser aux victimes. Je pense que c'est important aussi de faire ça, mais aussi de comprendre que c'est à l'occasion de ce séisme, justement, que le PHTK a pris le pouvoir. C'est à l'occasion de ce séisme aussi que les fonds, près de 12 milliards de dollars, ont été détournés, justement. Et c'est à l'occasion de ce séisme-là, il faut le dire clairement, que le CIRITH, je crois, j'ai oublié le... CIRH. Et sous contrôle de Clinton, n'a jamais fait aucun rapport sur les 12 milliards de dollars qui ont été attribués, qui ont été donnés pour les victimes du tremblement de terre. Donc c'est un tremblement de terre non seulement traumatisant pour nous en tant que nombre de morts en termes de destruction pour le pays, mais aussi ce tremblement de terre aussi a accouché le régime PHTKiste et aussi nous a donné ce qu'on est actuellement. Donc tout ça, c'est le résultat en quelque sorte de l'occasion du tremblement de terre, justement. Je ne dis pas que c'est le tremblement de terre en tant que tel, en tant que phénomène naturel, mais c'est l'occasion du tremblement de terre qui a permis à ces gens-là de nous donner ce régime et de continuer aussi les massacres, etc., pendant tout ce temps-là, pendant ces 13 ans du régime PHTK en Haïti. Je pense que cette façon de penser au tremblement de terre, à la mémoire de ces gens aussi, c'est important de comprendre tout ça. Tout à fait d'accord. Je pense que c'est important de le souligner parce que le tremblement de terre était une tragédie. Sans nom. Oui, sans nom. C'était une catastrophe. C'était du jamais vu. Et donc, dans l'après-catastrophe, l'après-tragédie, c'était compréhensible que notre vigilance ne soit pas nécessairement grande parce qu'il y avait un sentiment on était stupéfaits. Je pense que les gens, les victimes étaient dans une grande vulnérabilité, les familles des victimes, la diaspora, tout ça. Et donc, on a cru que suite à cette catastrophe-là, on aurait la solidarité de tous, y compris des dominants. Exactement. On a pu croire ça. Ils ont pu nous faire croire à cette idée de pays amis d'Haïti. Exactement. Ils ont pu, à cause de l'énormité de la catastrophe, ils ont pu mettre en place tout un scénario, tout un narratif, là, un discours qui ont amené beaucoup d'Haïtiens, d'Haïtiennes à se dire que y a, même les impérialistes sont des pays amis d'Haïti. Exactement. Non, mais on pensait justement à une reconstruction, à un nouveau pays, à un nouvel État, etc. Donc oui, ça, mais c'est ça. Dans l'air. Tout à fait. Mais c'est comme tu dis, Jenny, le choc était tellement terrible. Tout à fait. On pensait qu'on ne pouvait pas, c'est normal qu'on devait avoir un renouveau dans ce pays-là. Oui, et on sait que c'était normal que même des personnes dont on devrait se méfier veulent nous venir en aide. Mais aujourd'hui, on n'a plus cette excuse très amplifiée. Exactement. Donc je pense que pour commémorer nos morts, il faut les commémorer, mais tout en dénonçant justement le régime qui a été mis en place par l'impérialisme américain. Alors, Alain. Allô. Alors, Alain, Jean, Jenny, nous avons Jean-Claude Martineau avec nous, qui malheureusement ne peut pas paraître sur Facebook. Il est par téléphone.
Donc, bonjour Jean-Claude, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Ça va bien? Et nous avons, tu as des amis avec toi, des gens que tu connais quand même, hein, des gens qui t'aiment bien, donc qui sont contents de t'entendre, Jean-Claude. Alors, bon, je suis bien content. Hein. Voilà, et t'entendre en bonne santé aussi. Alors, Jean-Claude, toi et moi, on a un petit truc pour savoir que si tu vas bien, rappelle-moi ce que tu me dis chaque fois que je t'appelle déjà, les cheveux. Il faut parler un peu plus fort pour que je puisse t'entendre bien. Ok. Donc, souvent, toi et moi, dès lors que je t'appelle, tu me dis, les cheveux sont encore là. Oui, oui. Donc, les cheveux sont encore là, ça veut dire que tu es en bonne santé. Je suis en bonne santé, oui. Alors, Jean-Claude, on a commencé à parler d'Haïti parce que nos amis ont abordé, c'est-à-dire le terrible tremblement de terre qui s'est passé un 12 janvier 2010, et on a vu ce rassemblement, ce prétexte d'envie ou bien faire semblant de vouloir aider Haïti de la communauté internationale. On dit que près de 12, 13, 14 milliards de dollars ont été collectés. On a même mis de l'avant George Bush, Bill Clinton, et aujourd'hui, on ne voit rien de cet argent qui a été collecté. Jean-Claude, quelques années après, qu'est-ce que tu as compris, ou du moins, qu'est-ce qui te reste de ce qui s'était passé en Haïti, ce goudou-goudou? Non, redis ça encore pour moi. Ce goudou-goudou, le goudou-goudou en Haïti, on l'appelle le tremblement de terre qui s'est passé le 12 janvier 2010, on l'appelle en Haïti le goudou-goudou. Qu'est-ce qui te reste dans la mémoire? Parce que on avait mobilisé des gens, et Bill Clinton, George Bush étaient au devant de la scène pour, soi-disant, aider Haïti. Mais rien en fait, on ne voit rien parce que, en dépit du fait qu'on avait collecté près de 12 milliards de dollars, 13 milliards de dollars, on n'en voit pas des traces de cet argent là-bas en Haïti. Oh, il y a eu des traces, on a bâti 3 maisons. En effet, en effet. Oui, mais l'aide aux pays sous-développés a toujours été ainsi. C'est une aide qui va et qui revient. Et cette aide-là, c'est une façon pour les Américains de se faire de l'argent en prétextant faire de l'aide. Cet argent va, et ceux qui reçoivent un peu de cet argent en Haïti renvoient cet argent aux États-Unis. C'est un commerce assez lucratif. Parce que si un officiel américain essaie de prendre de l'argent comme ça, il sera appréhendé et mis en prison. Mais s'il envoie l'argent de l'extérieur et l'argent lui revient, alors il n'y a pas de trace. Et c'est ce qui se fait avec les aides qu'on prétend donner. C'est pour cela que avec les 13 milliards de dollars qu'on avait collectés pour Haïti, on a bâti 3 petites maisons. Et c'est tout. C'est tout. Haïti n'est pas rebâti, Haïti n'est pas reconstruit. Et ceux qui sont au pouvoir en Haïti ont été mis au pouvoir exactement par cette soi-disant communauté internationale. Donc, c'est toujours la même chose qui se poursuit. Haïti est dirigé par ses ennemis. C'est exactement là le problème que nous avons. Alors, Jean Saint-Ville, sur le tremblement de terre, je sais que tu as beaucoup parlé de ça. Ta voix baisse, je n'entends pas très bien. Ok, alors Jean Saint-Ville, je questionne Jean Saint-Ville qui est avec nous. Jean, vas-y Jean, sur le tremblement de terre. Sur le tremblement de terre... C'est Jean Saint-Ville, Jean-Claude, Jean Saint-Ville. C'est un autre camarade qui est avec nous. C'est à lui que tu as posé la question? Exactement. Vas-y, Jean. Okay. Vas-y, Jean. Je vous écoute. Ok, j'en profite pour saluer Coralin, c'est bien bas pour saluer Claudette.
je vais avoir... Vous m'entendez, monsieur, bien même. Aïe, aïe, aïe. Il y a un problème. Avec Jean-Claude, parce que moi, je crois qu'il y a eu 6 maisons. Lui, il dit 3. Non, nous essayons de l'humour là-dedans, mais c'est vraiment pas drôle. Parce que ce qui se passe, c'est que, entre-temps, Bill et Hillary Clinton ont marié leur fille. Le Clinton Global Foundation, qui était presque en faillite en 2008, se porte très bien aujourd'hui. Mais les 13 milliards collectés au nom des victimes du séisme en Haïti, on n'arrive pas à les retrouver. Donc, et je crois que l'analyse que Jean-Claude a partagée avec nous est très importante. C'est-à-dire le choix du voleur Michel Martelly et de toute cette équipe du PHTK n'a d'autre objectif que d'aider ceux qui ont volé à travers le CIRH les 13 milliards de dollars collectés au nom des Haïtiens, à travers Croix-Rouge et toute cette bande de voleurs. Eh bien, maintenant, puisqu'il y a eu un autre cas de vol après, le vol des montants de Petro-Caribé, mais là maintenant ce sont des acteurs haïtiens et des voleurs haïtiens. Donc, les voleurs haïtiens, leur rôle, c'est d'aider à cacher les voleurs de Washington. Donc, c'est pas quelque chose qui a été fait de façon anodine, parce qu'il y avait crise. Donc, c'était en Libye à l'époque. Et Hillary Clinton, secrétaire d'État, laisse la situation là-bas et se rend en Haïti pour exiger que le Conseil électoral provisoire change les résultats de l'élection pour mettre leur poulet président. Donc, c'est pourquoi que lorsque nous parlons de la situation actuelle en Haïti, il ne faut jamais oublier de dire à ceux qui font les beaux discours, ça va être le mois de l'histoire des Noirs, donc ils vont nous arriver avec toutes sortes de balivernes, comme s'ils honorent l'histoire des Noirs, etc., pendant que, dans la réalité, ils sont en train d'empêcher les populations noires, pas seulement en Haïti, au Congo, au Mali, en Sierra Leone, d'avoir leurs propres dirigeants choisis par leur population. Donc, la réalité, c'est que Bill Clinton devrait être en prison actuellement. Lui et son épouse. Alors, nous sommes face à une réalité haïtienne aujourd'hui, messieurs. Il y a beaucoup de questions qui se posent, madame, messieurs, il y a beaucoup de questions qui se posent et je vais vous dire, j'ai participé à une rencontre avec des gens, des amis, des gens de la communauté, des gens, je dis, il y a des gens qui ont des convictions arrêtées, qui connaissent très bien la situation, mais il y a des gens aussi, j'ai entendu, j'ai écouté, qui disent que ils comprennent pas ce qui se passe actuellement dans le pays et ils sont perdus, ils entendent tout ça. Nous qui sommes ici, j'aimerais vous poser une question ce soir, claire, nette et simple. Il y a des bruits des bottes et de plus en plus, ils veulent intervenir en Haïti. Quelle doit être la position d'un Haïtien ou bien des Haïtiens qui disent qu'ils aiment Haïti, qui connaissent l'histoire d'Haïti? Quelle doit être la position de ces Haïtiens-là, à savoir, est-ce que ils doivent être pour l'intervention ou contre l'intervention? Parce que ceux-là qui parlent, ils disent que nous ne pouvons pas résoudre le problème, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas de volonté pour le faire. Alors que les autres ont les moyens, c'est-à-dire le Canada, les États-Unis ont les moyens. Alors, soyons clairs ce soir. J'ai fait exprès de vous poser cette question simple. Quelle doit être la position d'un Haïtien? Jean-Claude. Ok, je suis bien content que tu m'aies posé cette question. La solution du problème haïtien, est par exemple de l'insécurité, des gangs et des kidnappings, etc., c'est quelque chose qui peut se résoudre très facilement. Mais il faut pour cela que nous ayons à la tête du pays un gouvernement légitime, un gouvernement à qui le peuple fait confiance. Les bandits n'ont pas d'avenir. Ils n'ont pas d'avenir et je vais vous expliquer pourquoi. On sait tout de ces bandits-là. Ils ont maltraité le peuple, ils rançonnent le peuple et en plus de ça,
ils les maltraitent et les kidnappent, etc. Maintenant, ils veulent, je ne sais pas qui les a conseillés, ils veulent se poser en révolutionnaire et en libérateur. Mais personne n'y croit. Un révolutionnaire ne viole pas de femmes. Un révolutionnaire ne rançonne pas le peuple. C'est très clair. Et le peuple haïtien est très clair de ce que représentent ces gens. Si nous avons en Haïti des gouvernements mis en place par les États-Unis, le Canada ou la France, eh bien le peuple haïtien ne bougera pas parce que le peuple haïtien, croyez-moi, a déjà compris qui sont les ennemis. Mais si nous avons un gouvernement légitime, légitimé par des élections crédibles, ce gouvernement peut dire au peuple, OK, on va prendre ces bandits et il suffira d'un mois pour que tout s'efface. Parce que le peuple sait où il mange, il sait où ils dorment et il sait où ils font pipi. Ils ne peuvent pas se cacher pour le peuple. Si le peuple veut les éliminer, il le fera en très peu de temps. Mais il faut pour cela qu'il ait un gouvernement en qui il croit. Voilà, c'est tout. Donc la position d'un Haïtien, c'est cette histoire d'invasion, de domination, d'occupation d'Haïti. Nous devons nous y opposer violemment et par tous les moyens possibles et imaginables. Parce qu'on ne peut pas demander à ceux qui ont allumé le feu de venir éteindre l'incendie. Tout ce qui se passe en Haïti a été organisé par la soi-disant communauté internationale. Lorsque je dis communauté internationale, il s'agit la plupart du temps de 3 nations. Le Canada, la France et les États-Unis. Cette communauté internationale a créé tout le chaos qui existe en Haïti. On ne peut pas leur demander de venir résoudre ce problème. Ils ont intérêt à ce que Haïti reste comme ça. Et je vais poser cette question décidément à notre collègue d'Afrique Haïti. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est parce que vraiment il y a des ressources importantes dans notre sous-sol qu'ils se battent comme ça pour dominer Haïti? Parce que nous savons bien qu'ils ne font rien pour rien. OK? Nous devons nous opposer à n'importe quelle intervention en Haïti parce que nous ne pouvons pas demander aux arsonistes de venir jouer les pompiers. Non, nous devons nous y opposer parce qu'ils ont causé le chaos. Ils ne peuvent pas résoudre le chaos parce que ce n'est pas dans leur intérêt de résoudre le chaos. OK? Voilà exactement ma position là-dessus. OK. Alors, je te dis d'emblée, Jean-Claude, il y a 2 autres amis, à part Jean Saint-Ville, Jafrika. Il y a Jenny Lorsuli, qui est là aussi avec nous, et il y a Alain Saint-Victor qui est là avec nous. Par contre, Jean Saint-Ville va répondre à ta question, c'est après la pause. Alors, 19h02, et j'ai posé la question, et Jean-Claude a aussi, en fait, posé une question à Jean. Jean, tu vas faire d'une pierre 2 coups. Ma question, parce que c'est important pour moi, parce que, comme je te dis, je participe à des rencontres. Il y a des gens, j'imagine, qui sont de bonne foi. Il y a des gens aussi qui ont des convictions arrêtées, qui sont soit pour ou contre, mais il y a des gens, paraît-il, des jeunes qui ont envie d'aider ce pays. Donc, parce que à Cabaret des idées, nous faisons ce qu'on appelle de l'éducation populaire, nous essayons d'expliquer selon nos compréhensions, de faire comprendre. Jean, ta réponse à la question. Ma réponse à toi, Robert, c'est oui, ou plutôt non. Je voudrais dire catégoriquement, et comme Jean-Claude avait dit, violemment non. Par tous les moyens nécessaires, nous devons rejeter l'invasion militaire étrangère en Haïti, parce que nous savons ce que c'est, nous l'avons déjà vécu.
Et pour répondre à Jean-Claude, je crois que la réponse est oui. C'est-à-dire que lors que Christophe Colomb et ses bandits volaient en 1492, étaient lors de surface. Ils n'avaient pas d'équipement sophistiqué pour aller chercher ce qu'il y a dans le sous-sol haïtien. Or, les explorations qui ont lieu les dernières décennies ont démontré qu'il y a beaucoup d'or dans l'île, tout le nord d'Haïti, de la République dominicaine, et nous savons que ces voleurs refusent de payer le prix réel pour quoi que ce soit. Que ce soit le lithium de la Bolivie, l'or d'Haïti, de la Colombie, ils veulent voler tout ça. Ils ne veulent pas acheter. Donc, certainement, les journalistes ne sont pas en Haïti pour aider les petites filles à aller à l'école. Ça coupe, Jean. Ça coupe, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ton Internet qui fait défaut, Jean? Est-ce que... Là, je te... Oui, voilà, oui, là, désolé, vas-y, désolé, vas-y. Je t'entends, je te reçois, vas-y. Bon, la réponse est que oui, ils sont là parce qu'il y a des ressources en Haïti. Ok, parfait. Alors, Jenny, c'est la même question. C'est la même question, parce que tu as bien entendu, tu as bien écouté la question, parce que, Jenny, cette question, pour moi, est fondamentale aujourd'hui. Parce que dans la mesure du possible, surtout les gens de bonne foi, il faut essayer de les rassembler, il faut essayer de les faire comprendre, parce que, quand même, c'est des gens qui ont pillon sur rue, c'est des gens qui ont une certaine volonté, peut-être, de bien, d'aider quand même, quelque part. Quel comportement, quelle est ta réponse à cette question? Il faut absolument rejeter l'idée d'intervention étrangère en Haïti. Il faut en finir avec l'arnaque des interventions étrangères en Haïti. C'est ce que j'écrivais récemment sur Twitter, parce qu'il y a eu au-dessus de 10 interventions onusiennes en Haïti sous différentes formes, sous différents noms. Et il n'y a eu aucun résultat suite à ces interventions. Oh, en fait, oui, il y a eu des résultats négatifs. Des rapines, des vols, des viols. Ça a été désastreux, en fait, ces interventions en Haïti. Et ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a aucun pays dans le monde qui a pu se développer grâce à des interventions onusiennes ou des interventions étrangères. Ça n'existe pas, en fait, dans l'histoire de l'humanité. Donc, je ne sais pas pourquoi il y a certaines personnes qui persistent à voir d'un bon œil l'idée d'une intervention des États-Unis, du Canada ou de la France. Ça n'existe pas, en fait, qu'un autre pays aille développer ou favoriser la stabilité sociale d'un autre pays. Ça s'est jamais fait, donc, en réalité. Ce qui peut exister, c'est de la coopération sur une base de nation à nation. Mais dans une situation où il n'y a pas d'État, dans une situation où le pays aidé est en position de faiblesse et se retrouve face à un pays dominant, il n'y a pas de possibilité de coopération. Donc, si on parlait de coopération sud-sud, comme les Cubains ont toujours fait preuve de coopération vers Haïti en envoyant des médecins, en envoyant vraiment sur une base de respect et d'égalité, de solidarité en peuple, leur aide, là, oui, je peux comprendre. Mais c'est aujourd'hui, en 2023, c'est inexcusable de penser qu'un pays dominant, qu'une grande puissance étrangère peut aider un petit pays. Les grandes puissances étrangères sont riches parce qu'elles ont appauvri les pays du Sud. Donc, comment peut-on imaginer, comment peut-on se leurrer sur le fait que ces grandes puissances étrangères qui s'enrichissent par l'appauvrissement d'une grande partie de la planète peuvent tout d'un coup devenir l'ami de ceux des pays qui sont en train d'appauvrir. Ça, c'est soit en termes de déni,
c'est soit de la mauvaise foi, de l'hypocrisie, ou c'est une forme de syndrome de Stockholm. C'est possible aussi, à force d'être dans un pays comme Haïti et de voir aucune issue, d'avoir l'impression qu'il n'y a aucune solution, certaines personnes ont peut-être développé ce que j'appelle le syndrome de Stockholm, c'est-à-dire qu'ils aimeraient que leur oppresseur devienne leur ami. Et ils sont prêts à accueillir leur oppresseur en espérant que leur oppresseur va être éventuellement gentil avec eux. Et ça, c'est le syndrome d'une personne qui est kidnappée, qui tout d'un coup pense que la seule façon de s'en sortir, c'est de faire tout ce que veut son kidnappeur, d'être gentil avec lui et même de défendre son kidnappeur à la limite. Donc, il y a des personnes aujourd'hui, il y a des Haïtiens, des Haïtiennes qui ont des bonnes intentions, mais qui, selon moi, souffrent réellement du syndrome de Stockholm. Alors, Alain, et Jean-Claude disait tout à l'heure, et le problème est on peut facilement résoudre le problème. Par contre, dans la solution, il dit que il faut qu'il y ait un gouvernement légitime et faire des élections. Dans les circonstances actuelles, on ne peut pas organiser des élections. Même les simples citoyens ne peuvent pas se déplacer parce que le pays est quadrillé par les voyous, par les bandes, par les mises en place par les États-Unis et les pouvoirs PHTK pendant plus de 12 ans. Alors, c'est exactement ce que disent ceux-là qui appuient l'occupation du pays. Ils disent que nous ne pouvons pas faire quoi que ce soit, vous n'avez pas les moyens. Alors là, laissez les autres. Quelle est ta réponse, Alain, avec ce supplément que je viens d'ajouter? Alors, tout d'abord, j'aimerais saluer aussi Koala. J'aimerais lui dire que j'écoute toujours avec plaisir Fred 10 heures jusqu'à présent. Hein, ça me donne... Et aussi Raphaël, je vois qu'il a fait sur YouTube. Il y a toujours un message social dans les écrits de Koala et ça, j'apprécie ça beaucoup. Bon, lorsqu'on dit que on n'a pas les moyens de résoudre les problèmes, qu'il faut les puissances extérieures pour résoudre. Quel problème au fond? Ces problèmes ont été causés par qui? C'est ça la grande question. Et lorsqu'on fait le bilan de l'année passée et 2022, on voit clairement que le soutien à Ariel Henry, le gouvernement d'Ariel Henry qui est totalement décrié par le peuple haïtien, qui est pratiquement, c'est le régime BHTK, Ariel Henry, on connaît depuis 10 ans, et plus que 10 ans, le résultat de la politique du BHTK en Haïti, Petro-Caribé, les massacres, la connivence avec les gangs, tout ça, donc c'est ça Ariel Henry. Et on voit clairement, lorsque je fais le bilan de l'année passée, je vois que systématiquement, les Américains ont toujours soutenu Ariel Henry, quelle que soit la situation. Et même devant des gens comme Daniel Foote qui dénonçait Ariel Henry, comme Andy Levine qui dénonce, des congressmen américains là, qui dénoncent Ariel Henry, qui disent que c'est mieux d'aller dans la voie de Montana, par exemple, etc. Mais le gouvernement américain tient mordicus, il te dit que non, c'est Ariel Henry que l'on veut. Vous voyez, donc, lorsqu'on dit à ces mêmes gens d'intervenir, mais d'intervenir pour faire quoi encore? Finalement, parce que c'est Ariel Henry qu'ils veulent. Donc, s'ils interviennent, ils vont encore soutenir Ariel Henry. Donc, pour résoudre quoi finalement? Et je comprends ce que Jenny dit, lorsque les gens tombent dans une situation de détresse psychologique extrême. C'est sûr que moi, j'ai entendu ça aussi. Je parle à des gens en Haïti de bonne foi. Hein. J'ai même parlé avec un ouvrier de la sous-traitance en Haïti qui est très impliqué dans le combat syndical et il me dit qu'il connaît des ouvriers qui sont pour l'intervention. Parce qu'ils sont tellement fatigués avec l'insécurité, ils ne sont pas capables de sortir chez eux. Pour sortir, si 5 heures d'après-midi, si tu es toujours dans la rue à 5 heures de l'après-midi, ouais. Donc, vous risquez d'être enlevé par un chef de gang, etc. Donc, ils sont fatigués avec cette situation-là. Et ils se demandent peut-être que l'intervention d'une armée étrangère pourrait peut-être mettre fin aux gangs, mettre fin à l'insécurité. Ouais. Donc, moi je la comprends. Je comprends cette situation-là. On est dehors, on ne le vit pas. Mais ces gens-là nous disent qu'ils vivent cette situation de façon quotidienne. Et c'est terrible pour eux de supporter ce genre de vie où il n'y a pratiquement pas de vie en Haïti. Ouais. Et donc, c'est comme si que
le problème de sécurité devient le problème numéro un. Le problème numéro un, c'est qu'il conditionne la vie en Haïti. Oui. Et je pense que c'est à cela que les dominateurs, les dominants veulent arriver justement pour montrer que le problème numéro un, avant tout, c'est l'insécurité. Ce n'est pas un problème social, ce n'est pas un problème de classe sociale, ce n'est pas un problème de pauvreté au fond, c'est le problème de l'insécurité. Et il y a des gens, effectivement, qui arrivent à cette conclusion-là. Si on arrive à résoudre ce problème de sécurité, peut-être qu'on aurait d'autres possibilités à faire des choses. Ouais. Et c'est là l'erreur. C'est là l'erreur. Parce que, au fond, même s'ils interviennent ici militairement, ils mettent les gangs en l'état. Disons que les gangs vont entrer dans leur trou. Dans leur trou, comme on dit, vont être endormis pour quelque temps, mais les gangs vont être toujours là. La ministère n'a pas pu résoudre le problème des gangs, par exemple. Les gangs ont toujours existé pendant la ministre. Dès que la ministre part, les gangs reprennent du service. Ouais. Donc, c'est pas vraiment une solution au problème des gangs. S'ils interviennent militairement, c'est justement pour soutenir le régime actuel, pour vous donner une élection bidon. Voilà, pour avoir un gouvernement de fantoche, etc. C'est ça qu'ils veulent pour nous. Et moi, je pense que malgré la difficulté, malgré cette détresse psychologique, je pense qu'on doit quand même être conscient que le problème doit, comme l'a dit justement Jean-Claude, que le problème peut être résolu par les Haïtiens eux-mêmes. Et je crois que, comme l'a dit Jean-Claude justement, si on arrive à construire un État en qui le peuple se voit, que le peuple voit que cet État travaille pour lui, qu'il y a un gouvernement vraiment constitué de patriotes haïtiens et que le peuple se reconnaît dans ce gouvernement-là, je pense que le problème de sécurité va se résoudre de façon plus rapide. Alors, Jean-Claude, parce que tu as vécu plus que nous et tu as vu d'autres choses, beaucoup d'autres choses, Jean-Claude. Tu viens de dire tout à l'heure, Jean-Claude, et il faut qu'il y ait un gouvernement légitime par les élections. Est-ce que tu es d'accord avec moi, Jean-Claude? Aujourd'hui, on ne peut pas organiser des élections. Donc, si on ne peut pas... Non. Le gouvernement qu'ils ont mis en place n'a pas la légitimité qu'il faut pour organiser des élections. Non. Les élections ne peuvent pas se faire maintenant sous le gouvernement d'Ariel Henry. C'est une impossibilité parce que c'est une fraude en partant. En partant, c'est déjà une fraude. OK? Ariel Henry est au pouvoir, mais Ariel Henry n'a pas de légitimité constitutionnelle, il n'a pas de légitimité populaire, il n'a aucune légitimité. Et d'ailleurs, vous voyez bien, il ne fait absolument rien. C'est un gouvernement qui ne fait absolument rien. Donc, ce gouvernement peut parler d'élection, mais est incapable de le faire. Alors, Jean-Claude, si le gouvernement était capable de faire des élections, mais des gens aussi disent que Montana, qui était à la rigueur beaucoup plus ou moins potable et acceptable, Montana va aussi vers le blanc pour demander qu'on lui permette de prendre le pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut faire actuellement, d'après toi, Jean-Claude, pour qu'il y ait un groupe d'Haïtiens qui gère la transition pour arriver à un gouvernement légitime pour sortir le pays de cet enfer minimalement, ou du moins temporairement, en attendant que les gens prennent, qu'on conscientise les gens, qu'on fait ce qu'on appelle cette éducation de masse pour que les choses fonctionnent autrement. Jean-Claude. Non, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'on doit faire, mais je peux risquer une certaine, disons une certaine voie. Nous devons essayer de rassembler des Haïtiens qui ont les mains propres, des Haïtiens qui ne se sont jamais, qui n'ont jamais trempé dans les magouilles politiciennes haïtiennes. Alors, là, on pourra former un comité de transition avec ça. Et ce comité de transition choisira, après mûre réflexion,
choisira un gouvernement à mettre en place. C'est ce que je pense, ok? Ce ne sera pas facile parce que, comme vous le savez, l'intellectualité haïtienne a complètement trahi le peuple haïtien. Complètement trahi le peuple haïtien. Et nous ne pouvons pas compter sur eux. Nous ne pouvons... Vous avez parlé tout à l'heure de certains Haïtiens qui sont d'accord avec une occupation étrangère. Mais c'est de là que viennent ces Haïtiens-là. C'est de la classe intellectuelle, politique et de l'élite haïtienne. C'est de là que ça vient. Ils se croient supérieurs au peuple et ils peuvent gagner de l'argent avec une occupation étrangère. Et voilà pourquoi ces gens-là, ce sont des traîtres. Et je vais vous dire encore plus. S'il y a vraiment des ressources importantes dans le sous-sol haïtien, pourquoi tous ces gouvernements qui sont passés, malgré leur slogan et malgré leur profession de foi, etc., ils ne l'ont jamais annoncé. Pourquoi? C'est parce que dans leur tête, ces ressources ne nous appartiennent pas. Ces ressources appartiennent à leurs maîtres, les Américains. Ils ne l'ont jamais dit. Ils n'ont jamais dit, oui, nous avons de l'or. Oui, nous avons du pétrole. Rien du tout. Ils ne l'ont pas dit. Ils l'ont caché. Pourquoi l'ont-ils caché? Pour leurs maîtres. Ok? C'est une trahison presque totale. Et vous et moi, ainsi que tous ceux qui font partie de cette émission-là, nous sommes des rescapés. Nous sommes, disons, oui, c'est exactement ce que je veux dire. Nous sommes des rescapés. Nous sommes de ceux qui n'ont pas accepté la trahison. Nous sommes de ceux qui, malgré que nous avons un vernis intellectuel, nous sommes restés avec les masses populaires haïtiennes. Et voilà exactement la situation, et voilà ce qui va rendre un gouvernement de transition très, très difficile à mettre sur pied. Voilà exactement ce que je pense. Alors, mais maintenant, il y a encore quelque chose, vous n'avez pas parlé de ça, mais je dois en parler. Vas-y. Les Haïtiens, maintenant, lorsqu'ils font une manifestation, ils ont reconnu clairement que la communauté internationale est une communauté ennemie. Ils l'ont compris. Et voilà pourquoi ils veulent occuper le pays. Ils veulent occuper le pays non pas pour poursuivre les bandits, mais pour empêcher que le peuple manifeste. Parce que le peuple maintenant est contre eux. Le peuple a réalisé que nos premiers ennemis, ce sont ceux qui se posent en amis. Alors, Jafrika, on sait que le pays est quadrillé. Et aujourd'hui, on peut, sans risque de se tromper, dire que si le peuple haïtien, en fait, n'a pas pu terminer... Je crois que Jafrik n'est pas là. Il a dit qu'il sera de retour dans 10 minutes. Alors, vas-y, toi, Jenny. Je te pose la question que j'allais poser à Jafrika. Le pays est quadrillé par les bandits. Et je peux dire que si le peuple haïtien n'a pas terminé avec les gouvernements mis en place, les régimes mis en place par les Occidentaux, c'est justement parce que ils se sont fait massacrer. Et aujourd'hui, il est difficile de rassembler des gens, il est difficile de convoquer et des millions de gens convoyaient à un certain moment dans la rue manifester contre le PHTK depuis près de 12 ans. Et voici qu'aujourd'hui, il vient d'arriver quelque chose, une décision de Biden de faire venir en Haïti et aux États-Unis, pas les Haïtiens seulement, 30 000 personnes parmi ces 30 000 personnes qu'on va choisir. Et il y a ces 30 000 personnes viendraient de 4 pays, Cuba, Venezuela, Nicaragua et Haïti. Et on a vu
à l'immigration en Haïti, c'est envahi partout, il y a possibilité d'avoir un passeport. Est-ce que, Jenny, ce qu'on voit là, cette décision, c'est pas aussi, je veux pas dire que c'est une décision prise pour Haïti seulement, parce qu'il y a 4 autres pays qui se trouvent impliqués là-dedans. Mais est-ce que cette décision-là ne va pas davantage endormir le peuple haïtien et faire en sorte que le pays continue à accepter les dirigeants, les voyous, les tortionnaires qui sont au pouvoir, les voleurs? Est-ce que vous permettez que je réponde à ça? Mais vas-y, Jenny va te permettre et après Jenny va répondre. Puisque... Vas-y, Jean-Claude. Okay. Écoutez, regardez les 4 pays. Il y a le Nicaragua, le Venezuela, Cuba. 3 pays qui sont foncièrement contre l'hégémonie américaine. Et en plus de ça, il y a un peuple, le peuple haïtien, qui se réveille maintenant et qui comprend exactement où est l'ennemi. N'oubliez pas, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils essaient de faire, c'est de déstabiliser le camp anti-hégémonique. C'est ce qu'ils essaient de faire. Mais les Haïtiens ne vont pas accepter ça parce que, rappelez-vous, lorsque les Haïtiens ont essayé de traverser la frontière, ils ont été fouettés. Et à dos de cheval, ils ont été fouettés pendant que Biden caressait les enfants ukrainiens. Les Haïtiens ont compris. Ils nous haïssent et nous ne pouvons plus continuer à les aimer. OK? Voilà exactement la situation. Les 4 pays, ce sont 4 pays qu'on veut déstabiliser. Et ça ne marchera pas. Parce que, regardez bien quelque chose. Il fut un temps où la presse américaine célébrait des Cubains qui laissaient Cuba pour venir aux États-Unis. Maintenant, Cuba a des milliers de médecins partout dans le monde. Aucune défection. Aucune défection. Ils ont essayé de ruiner le Venezuela. Mais qu'est-ce qui arrive? Ils sont obligés maintenant d'aller quémander du pétrole au Venezuela. Ceci ne marchera pas. Ceci ne marchera pas. Il y a un truc là-dedans. Il y a un truc là-dedans. On ne peut pas fouetter les Haïtiens aujourd'hui et 2 mois plus tard, maintenant on leur offre de l'asile. Ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas changer du tout au tout en si peu de temps. Ce n'est pas possible. Alors, Jenny? Ben, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean-Claude. C'est clair que cette annonce-là concernant l'immigration, 30 000 personnes qui pourraient être acceptées aux États-Unis, c'est une annonce politique. Ça fait partie de la propagande américaine pour finalement embrouiller les gens. Ça fait partie de la guerre psychologique que les États-Unis mènent contre les pays du Sud. C'est une guerre psychologique. En fait, les États-Unis mènent une guerre, comme je disais tout à l'heure, à large spectre ou à spectre, full spectrum. Donc, ils veulent mener la guerre à tous les niveaux pour pouvoir maintenir leur domination. Et donc, la guerre, elle est autant économique que militaire, que psychologique. Et une façon de mener la guerre psychologique, c'est d'embrouiller les gens, de leur faire croire qu'on va leur offrir un cadeau, un bonbon, alors que ce n'est pas le cas. Quand on va voir les critères qu'ils ont mis en place pour les 30 000 personnes, on se rend compte qu'il y a toutes sortes de conditions. Il faut être parrainé par quelqu'un, c'est très compliqué, tout ça, ça ne va pas se faire facilement. Mais ce que les grands médias annoncent, c'est ce 30 000 qui pourra être accepté comme pour démontrer une ouverture de l'administration Biden. Alors que cette même administration continue à déporter les gens, continue à traiter les migrants d'une manière inhumaine, carrément inhumaine, continue à les mettre dans une situation où ils sont en danger
aux États-Unis. Et donc, en même temps, on annonce ça et on continue les mauvais traitements des migrants. Donc, c'est pas quelque chose de crédible. Et je pense que la plupart des gens d'Haïti, de Cuba, du Nicaragua le savent très bien. Et du Venezuela surtout, savent très bien que c'est des mensonges encore. C'est l'empire du mensonge et du chaos qui continue à essayer de mettre la poudre aux yeux de tout le monde. Alors, Jean, tu n'étais pas là, tu t'étais déplacé. Je voulais te poser cette question, à savoir, et il y a près d'1 million de personnes au Mexique là qui attendent pour traverser, et on dit à ces gens-là de retourner chez eux parce que aucun ne sera accepté. Donc, on va leur permettre 4 pays, Venezuela, Cuba, Nicaragua et Haïti, 30 000 personnes, on va leur permettre de s'établir légalement aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de cette décision, Jean, du gouvernement Biden qui déporte ou bien qui veulent pas 1 million de personnes qui ont laissé leur pays pour aller chercher... Je dis, souvent, ces gens-là suivent leur richesse. C'est ce que je dis, moi. Mais Biden, l'administration Biden a répondu à la question elle-même en disant qu'il se donne le droit de renvoyer 30 000 personnes aussi, qui sont déjà aux États-Unis, vers le Mexique. Donc, ces gens-là ne... En fait, moi, je pense que la mauvaise foi est plutôt de notre côté. Et j'ai beaucoup aimé comment Jean-Claude mentionnait la traîtrise des Haïtiens lettrés. Et dans ce cas-ci, en particulier, je pointerai du doigt encore une fois les soi-disant élus d'origine haïtienne installés ici au Canada, okay, qui me font honte, honnêtement. Je ne peux croire qu'à l'époque de l'occupation américaine en 1915, on ait eu des gens qui ont affiché leur traîtrise aussi vulgairement que le font ces gens-là présentement au Canada. Parce que ce qui se fait, regardons par exemple les annonces... Jean, s'il te plaît, ça va prendre peut-être 1 minute. Rappelle-toi bien, c'est le temps de la pause. Rappelle-toi bien ce que tu disais, ok? Jean, c'est ton tour. 19h32, nous avons Jean Saint-Ville, Jenny Lorsuli, Alain Saint-Victor, Jean-Claude Martineau. Vous écoutez Cabaret des idées. Vas-y, Jean. Oui, alors je disais que le Canada, par exemple, vient d'ajouter à sa liste de personnes qu'ils sont en train de nommer de temps à autre, par exemple le frère de Michel Martelly et puis Arnel Bélizaire aujourd'hui, font ça par compte-gouttes. Mais en même temps, du côté de l'Europe, la communauté européenne, eux, ils ont sorti un document faisant l'éloge de cette supercherie que Ariel Henry et son gouvernement illégal vient de faire comme un genre de comité, commission, transition, etc. avec les traîtres comme Murlad Maniga et autres. C'est-à-dire que les Blancs malveillants sont en train de jouer au good cop, bad cop. C'est une opération de charme. Tout comme les États-Unis annoncent son affaire de 30 000 et ils savent très bien qu'il va y avoir des gens qui vont interpréter ça de façon aussi optimiste que possible. Donc, les Haïtiens disent que c'est 30 000 Haïtiens, etc. Nous savons très bien que ce n'est pas le cas. Mais ils savent qu'en lançant ces messages-là, ils offusquent le fait que le gang que nous avons en Haïti, qu'ils prétendent être un gouvernement, c'est leur création. Donc maintenant, on est en train de regarder les criminels haïtiens, okay, comme si c'était des criminels détachés de leur maître, basés à Washington, à Ottawa ou à Paris. Il ne peut y avoir ce niveau de criminalité en Haïti depuis 10 ans. Okay? Un exemple simple. Est-ce que vous avez entendu le gouvernement canadien, américain, européen, mettre de la pression sur Ariel Henry ou comment il s'appelait là, Jovenel Moïse avant lui, non, pour faire arrêter barbecue? Non. Okay? Non. Imaginez la position qu'ils auraient prise, parce que nous nous souvenons comment ils avaient fait quand c'était le gouvernement légitime d'Haïti, et ils voulaient faire arrêter Amio Métayer, qui était proche de Lavalas. Okay?
C'était des menaces, etc. Donc, la réalité, c'est qu'ils ne veulent pas faire arrêter barbecue. Parce que barbecue travaille pour eux. Ce qui se passe actuellement, c'est que les gangs armés en Haïti, qui sont à la solde des 15 familles blanches mafieuses en Haïti, mais aussi à la solde de l'ONU, de la BNU et tout ça, leur rôle, c'est de permettre des campagnes de se lancer des années avant l'élection. Donc, pendant que la communauté des personnes en Haïti qui seraient intéressées aux élections ne peuvent pas circuler, eh bien, il y a Claude Joseph, PHTK, il y a, comment il s'appelle, un autre allié du PHTK, Moïse Jean-Charles. Donc, ils s'amusent à avoir des gens qui sont de la droite et de la fausse gauche, parce que pour organiser une élection, il faut faire semblant en effet libre. OK? Donc, ils les permettent de faire campagne. Parce que c'est pas sérieux de dire que vous prenez des sanctions contre Kiko Saint-Rémy, OK? Et puis, Claude Joseph fait campagne. Mais Kiko Saint-Rémy, là, lui, pendant toute la période qu'il faisait la drogue, c'était qui le premier ministre du pays? C'était Claude Joseph? Claude Joseph. OK? Donc, tout le PHTK est pourri. Il n'y a pas un seul PHTK avec lequel on peut faire du thé. Donc, et l'autre chose qu'il faut se demander, c'est le comportement de personnes comme Michaël Jean. Comment se fait-il qu'elle nous arrive avec ce discours ridicule la semaine dernière où elle ramasse un tas d'anciens dirigeants, d'anciens dictateurs, tous à la solde de la France. Tu sais, des gens qui n'étaient pas de vrais chefs d'État. Non. Okay? Et ils sortent un pseudo texte de solidarité avec Haïti qui ne dit rien. Et rappelons-nous, Michaël Jean était quelqu'un qui était allé au palais et rencontrer Michel Martelly, qui appuyait en quelque sorte Michel Martelly. Bien sûr, bien sûr. Donc, je pense que nous avons dépassé la période de gentillesse. Ce n'est pas pour rien dans notre hymne national. Nous disons, « Namitan pas fait pour gain traite. Nous fait pour nous seul mettre tête, nous. » C'est-à-dire que il nous faut classer les traîtres là où ils doivent se retrouver. Ils doivent se retrouver. Et il y a des conséquences à toujours prendre ce positionnement. Et malheureusement, pendant les dernières années, des Haïtiens de la classe aisée, ce que moi j'appelle les affranchis modernes, se sont fait croire que il n'y a pas de conséquences. Ils peuvent perpétuellement, comme Jean-Claude Martineau l'avait dit il y a quelques minutes, ils ont trahi la nation haïtienne à répétition. Et il y a un coût à payer quand on commet ce genre de crime. Okay? Et là, maintenant, nous commençons à le voir. Dany Laferrière se faisant huer à Paris, c'est un signe que les gens en ont marre. Okay? Vous ne pouvez pas constamment prendre la route la plus facile, c'est-à-dire de vous placer du côté des plus forts. Ce qui se passe en Haïti, c'est un conflit entre des bourreaux, mais des bourreaux puissants. Et je termine pour dire aussi que je ne suis pas d'accord, c'est plutôt un bémol, que les Haïtiens peuvent tout seuls résoudre le problème. Il n'y a pas contradiction dans ce que je dis. Ce que je dis, c'est que le chaos n'a pas été créé par les Haïtiens seuls. Donc, ils n'ont pas les seuls la responsabilité. Le problème, c'est le rôle que se donnent les criminels européens, canadiens, américains, eux-mêmes, dans la crise haïtienne. C'est à nous de leur donner leur rôle. Et l'un des rôles qu'ils ont, c'est de cesser d'envoyer des armes en Haïti. Okay? Parce que quand le gouvernement canadien fait semblant de ne pas savoir que les véhicules qu'ils viennent d'expédier la semaine dernière et cette semaine en Haïti vont directement aux criminels, eux, ils vont vous dire qu'ils ont envoyé ça à la police. Mais la police et les gangs du PHTK, c'est la même chose. Donc, ils auraient pu tout simplement envoyer ça à barbecue. Okay? Donc, il nous faut clairement indiquer qu'il y a une responsabilité canadienne
dans le chaos en Haïti. Et la dernière chose que... Je m'excuse, mais je veux... je comprends, tout à fait. Je comprends. OK. Alors, oui, attends, Jean-Claude, il y a Alain, parce que d'ici 20 minutes, on va terminer. Il y a Alain qui doit intervenir. Alain, Jean Saint-Ville a mentionné cette histoire d'accord trouvé, je ne sais pas si c'est par quelle baguette magique, Mirland Maniga. Et ceux-là qui ne connaissent pas l'histoire, je rappelle simplement les Maniga. Et en 1962, à Punta del Este, c'était Leslie Maniga qui avait donné le vote pour mettre Cuba dehors. On se rappelle, Leslie Maniga a pris le pouvoir sur le sang du peuple haïtien avec les Nanfi. Je rappelle aussi, Mirland Maniga avait participé, a reçu de l'argent de la République dominicaine et au pont a dit qu'il y avait une sorte d'entente entre Mirland Maniga et Martelly quand on voulait dénoncer, ils se sont réunis quelque part. Donc, pour ceux-là qui connaissent pas l'histoire, allez, Jean-Claude, allez, qu'est-ce qu'il faut dire aux Haïtiens encore qui peuvent se laisser prendre dans ce piège, à savoir, Mirland Maniga, c'est une personne potable, acceptable, donc à ce moment-là, on peut faire confiance. Alors que Mirland Maniga a 80 et quelques années, des trucs comme ça. Vas-y. 80 années, c'est pas là le problème. OK, alors, Je dois vous dire que Madame Maniga, à mon avis, elle est sortie de la Sorbonne. OK? Et les Sorbonnards pensent que nous sommes la France. Mais nous ne sommes pas la France. OK? Si vous voulez diriger Haïti, vous devez connaître le Croix-Bossal, non pas la Sorbonne. OK? D'après moi, Madame Maniga n'est pas qualifiée pour diriger le pays, ni pour diriger ce comité de transition. Parce que elle est exactement l'une de ces personnes-là qui pense que Haïti doit être occupé parce que nous n'avons pas les moyens de nous en sortir par nous-mêmes. Ces moyens-là existent. Ces moyens existent, c'est la volonté qui manque. OK, maintenant je vais vous dire quelque chose. Vu mon âge très avancé, je dois vous fausser compagnie. Parfait, Jean-Claude. Alors, on te dit ensemble, merci d'accepter de participer à cette rencontre avec nous. Et en fait, on prend rendez-vous pour la prochaine fois, quoi. Oui, pour la prochaine fois. Merci, Jean-Claude. Et je dois dire à J'Afrique Haïti, on doit se rencontrer plus souvent. Hein. Bon, alors, je sers de tremplin, si vous voulez. Et comme ça, vous prendrez vos rendez-vous vous-même. Je m'en mêle pas, déjà. OK, fine. Alors, Alain, c'était ton tour, Alain, d'intervenir par rapport à cette histoire de Mirland Maniga, soi-disant une personne acceptable, une intello, donc quelqu'un qui n'est pas corrompu. Tout le monde, en Haïti, j'entends ce discours, tout le monde connaît Mirland Maniga, comme si Mirland Maniga, tout le monde ne connaissait pas Mirland Maniga non plus. Moi j'ai un problème avec cette affaire de traiter ces gens de traîtres, comme si que... Parce qu'en fait, la traîtrise, ça veut dire que ce sont des personnes qui étaient en position de défendre la nation, bien le peuple haïtien, et qui finalement a trahi, en quelque sorte. Moi, je ne considère pas ces gens comme des traîtres, je considère que ce sont des gens qui ont leur position idéologique et leur position politique, qui ont fait un choix. Et donc, leur choix, c'est de défendre leurs propres intérêts, l'intérêt de leur propre classe, en quelque sorte. Vous voyez? Donc, moi, je pense qu'il faut finir avec cette affaire de traite. Je ne pense pas que ça reflète la réalité, en quelque sorte. Deuxième chose, c'est l'affaire d'intellectuels, comme quoi que si la personne est un intellectuel, la personne doit comprendre la situation, donc automatiquement, c'est une personne qui, comme elle comprend, donc elle doit être patriote. Ça aussi, c'est totalement faux. Parce que l'histoire montre clairement que dans tous les régimes fascistes, il y a eu des intellectuels qui, par exemple, Hitler a eu des intellectuels très, très brillants.
dans tous les domaines d'ailleurs, tous les domaines juridiques et scientifiques qui ont servi le régime nazi. Ouais. Donc, ce n'est pas une question d'intellectuel, comme quoi que la personne intellectuelle, automatiquement, cette personne-là devait comprendre la situation en Haïti, devait défendre l'intérêt de l'Haïtien. Et moi, encore, c'est une position idéologique que la personne a. Et la même chose aussi pour les origines ethniques d'une personne, par exemple. On ne peut pas comparer Boulos à Izmeri. Pourtant, Izmeri, on peut dire qu'Izmeri est d'origine palestinienne, Boulos est d'origine, je ne sais pas. Ce sont des gens qui ont pris des positions dans leur lutte, justement. Izmeri a choisi de lutter pour le peuple haïtien. Donc, Izmeri, si on veut, Izmeri est plus haïtien encore que n'importe quel haïtien. Et je considère Boulos aussi comme un haïtien aussi, mais qui a pris position, justement, pour défendre ses propres intérêts, l'intérêt de classe, quoi. Comme, oui, exactement, comme François Duvalier aussi est haïtien, mais donc, je pense qu'il faut être clair là-dessus. Et j'aimerais revenir sur la décision de Biden. Il y a deux conséquences là-dedans. Il y a vraiment une conséquence économique, hein, que personne n'en parle, parce qu'il y a des gens qui vont dépenser beaucoup d'argent. Hein. Non seulement le gouvernement haïtien fait beaucoup d'argent dans le passeport, et le gouvernement américain va faire beaucoup d'argent encore dans les applications, etc. Les gens vont postuler pour leur famille, etc. Deuxième chose, il y a une implication, comme tu le disais tout à l'heure, Robert, il y a une implication aussi idéologique et politique. Il y a une accalmie. Vous voyez que on commence à se calmer parce qu'on a espoir. Ça crée une espèce d'attentisme chez le peuple, comme quoi que peut-être que j'aurai la chance de quitter le pays pour voyager, etc. Donc, ça crée quand même un certain calme dans le pays et ça aide le gouvernement. On n'a pas intérêt à se faire voir dans la manifestation parce qu'on risque de s'être étiqueté. Donc, je pense que le gouvernement américain sait ce qu'il fait lorsqu'il dit que, et comme l'a dit tout à l'heure Jacques Afrique, comment ça se fait qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui attendent aux États-Unis depuis 2-3 ans là, pour régulariser leurs papiers, et soudainement, l'administration Biden trouve le moyen maintenant de pencher sur les cas des Haïtiens qui sont en Haïti, comme quoi qu'ils peuvent faire venir 30 000 Haïtiens, etc. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une espèce de manipulation psychologique, manipulation idéologique, comme disait justement Jenny Law tout à l'heure, dans cette affaire-là aussi. Donc, c'est encore le mépris du gouvernement américain, ouais, de l'impérialisme américain par rapport à Haïti. Ces gens-là nous perçoivent comme vraiment des bêtes noires. Il y a des gens même qui parlent même de génocide, et programmé même pour le peuple haïtien, parce qu'il n'y a pas moyen de faire quoi que ce soit. Et comme disait tout à l'heure Jean-Claude, comment mettre une transition justement pour arriver à un État qui peut penser le pays, ils ne veulent pas ça. Toute l'histoire depuis 10 ans là, ça montre clairement que les Américains ne veulent pas que tu arrives à cet État-là, un État gouverné par des gens qui pensent pays. Ouais, donc c'est pas une question de qu'on n'est pas capable ou bien que les intellectuels devraient faire ce rôle-là, non. C'est une question que ces gens-là existent en Haïti. Ces gens-là existent dans la diaspora aussi. Alors, mais ils ne veulent pas ce genre d'État pour vous. Ouais. Alors, madame, messieurs, et il ne nous reste que, disons, 10 minutes. Parce qu'il faut être efficace là, parce que moi, je présume, j'envisage que ces gens-là, ils s'agitent dans les couloirs, ils peaufinent leurs choses, d'un jour à l'autre, ils vont continuer leur travail, c'est-à-dire de déstabilisation, dans le sens, ils vont concrétiser ça par ce qu'on appelle l'occupation directe, et avec les bots. Alors, qu'est-ce que vous auriez aimé parler ce soir, qu'on n'a pas parlé, que je vous ai même pas posé comme question, tenant compte de la situation actuelle? Alors, qui commence? Jenny, Jean, Paul. Qu'est-ce que vous aimeriez parler là, maintenant? Il nous reste 10 minutes. Je peux peut-être commencer. Je pense que c'est important de parler des solutions parce que il y a toujours une possibilité, il y a toujours des possibilités de s'organiser et de lutter contre la domination. Je dois dire une citation que j'ai vue et qui est important de se rappeler. Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu.
Donc, je pense que c'est très important de se rappeler ça quand on est vraiment pour la cause de la libération du peuple d'Haïti. Parce que cette idée qu'il n'y a rien à faire ou qu'on doit accepter l'intervention ou qu'on ne peut même pas envisager des solutions, ça fait partie du problème. On parle en anglais de think outside the box. Il y a des Haïtiens qui ne se permettent même pas de penser en dehors du cadre qui a été mis en place formalisé, mais formaté pour eux, quoi. Qui sont en train de nous opprimer. Ils sont incapables de penser en dehors du cadre des puissants. Et ça fait partie du problème aussi. Donc, je pense que la solidarité populaire peut s'organiser. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites à petite ou à grande échelle et que c'est une bataille d'une vie, c'est une bataille de plusieurs générations, mais il faut s'engager là-dedans. Et on a quand même eu, je pense, des résultats par rapport à certaines choses qu'on nous avait annoncées rapidement, oui, qui allaient se passer. La résistance du peuple haïtien, c'est un constat, quoi. Mais je pense comme résultat, quand on pense à Michel Martelly, qu'on a empêché d'entrer à Montréal quand il voulait venir comme si de rien n'était, faire un bal alors qu'il venait de dilapider les fonds publics. Ça, c'est une petite victoire et on doit en parler. C'est même une grande victoire, je dirais, parce qu'à partir de ce moment-là, il y a eu des gens en France qui se sont mobilisés aussi pour l'empêcher d'entrer, à New York, à Miami. On a nos amis de Komokoda qui continuent à lutter. On a des amis au Venezuela, un peu partout dans le monde. Donc, cette solidarité-là, on peut la bâtir. Je pense que c'est important de se dire qu'on peut atteindre des résultats et on peut se battre sur plusieurs fronts. Il y a des personnes qui vont se battre plus sur le front de la mobilisation. Il y a d'autres personnes qui se battent, par exemple, en soutenant les initiatives locales sur le terrain. Je pense aux associations régionales qui aident leur localité, la localité où ils sont nés, à construire des écoles, à envoyer les enfants aux écoles, à s'assurer que l'agriculture reprend en Haïti. Ça, c'est une façon de lutter aussi. Donc, il y a des gens que je ne verrai jamais dans les manifestations, que je n'inviterai pas à venir manifester pour empêcher Claude Joseph de rentrer à Montréal. Mais je sais que ces personnes-là vont soutenir les paysans qui s'arrangent pour que la production locale redémarre en Haïti. Donc ça aussi, ça fait partie de la lutte. Moi, je dirais qu'il faut penser comme ça, du fait qu'avec chacun nos forces respectives, on peut contribuer à cette lutte qui doit prendre plusieurs formes et qui doit s'étaler vraiment sur notre vie. On doit y consacrer notre vie. Moi, je suis prête et j'invite la communauté à se joindre aussi et surtout à se désaliéner l'esprit, à savoir que nous pouvons tous faire quelque chose en dehors du cadre imposé par les blancs malveillants. Comme Alors, messieurs, je ne sais pas qui, qu'est-ce que vous auriez aimé dire ce soir, en fait, que j'ai pas mentionné et qu'on n'a pas encore mentionné? Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je dirais que l'arrestation des gens qui ont été identifiés comme membres d'organisations de malfaiteurs. Et là, je parle de Gilbert Bidjo, de Chérif Abdallah, de Reynold Dib, de Michel Martelly, de Kiko Saint-Rémy, car la sanction appropriée pour des gens qui ont participé à monter des réseaux de kidnappeurs, ce n'est pas de les empêcher à voyager. Okay? Vous en conviendrez avec moi que quand on commet des crimes de sang, il faut arrêter les gens, les juger. Nous ne disons pas qu'il faut les pendre à la place publique. Je sais qu'il y a nombreuses personnes qui seraient plutôt prêtes à cela. Mais moi, je suis plutôt d'accord qu'on les juge en créole, avec assistance d'avocats et tout ça, et que ce soit public, et que les gens soient mis en prison, quel que soit leur teint de peau. Car nous avons remarqué, par exemple, qu'il y a une hiérarchie raciale
dans l'identification de ces gens. On a commencé par les bandits noirs, on s'est aventuré à identifier quelques bandits grimaud, et finalement, on a identifié 2 ou 3 bandits syro-libanais. Moi, je n'accepte pas cette hiérarchie raciale dans le monde de 2023. Quelqu'un commet un crime, on l'arrête, on le juge, on le met en prison selon ce que cette personne-là a fait, et non parce que c'est un milliardaire qui habite dans le même quartier que la fille de Donald Trump en Floride, et il a le passeport israélien, on ne peut pas le toucher. Cette question d'intouchable, on doit complètement bannir cette affaire en 2023. Et alors, lié à cette question de jugement, je crois qu'il y va aussi du rôle du Canada. Et là, je salue le travail de Solidarité Québec-Haïti, qui, avec acharnement, a constamment dit à Justin Trudeau et à Mélanie Joly, cessez de vous applaudir, nous ne sommes pas encore impressionnés. Alors, et je crois que c'est encore ça le message, parce que ce qu'ils sont en train de faire jusqu'à date, c'est de se congratuler, comme on dit là, je ne sais pas si c'est le mot français qu'il faut utiliser, mais non, il leur faut par exemple geler les fonds de ces gens-là, et ces fonds appartiennent à la nation haïtienne. Il ne faut pas qu'ils séquestrent ces fonds-là et donner à des ONG canadiennes. C'est l'argent des Haïtiens. Parfait. Alain, c'est ton tour. Vas-y. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on parle? Alors, j'ajouterais que ce que les gens doivent comprendre, que toute lutte d'émancipation, ça prend du temps. Et parfois, c'est des générations. Hein. Et même l'esclavage, il y a des gens qui pensaient que l'esclavage était éternel. Hein. C'est impossible de concevoir une société en dehors de l'esclavage. Et aux États-Unis, en Haïti, encore pire. Donc, la lutte d'émancipation des peuples, la lutte de libération, en quelque sorte, du peuple haïtien, ça peut prendre plusieurs générations, effectivement, que l'on soit clair avec ça. Mais je crois qu'il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est que les gens comprennent maintenant. Et moi, je suis en contact avec les syndicalistes en Haïti qui luttent dans la sous-traitance. Et hier, justement, on avait eu une Zoom avec lui. Il nous dit clairement que la conscience est là. Les ouvriers sont clairs, les ouvriers comprennent. Et il y a 58 000 ouvriers en Haïti dans la sous-traitance, c'est vrai. Et il y a une lutte maintenant qui va encore, on va déclencher la lutte pour le salaire minimum encore pendant le mois de février. Et ils sont conscients de l'oppression de classe en Haïti. Ça, c'était quelque chose de rare quand même avant. Ils savent qu'il y a une oppression de classe. Ils savent aussi qu'il y a une domination étrangère aussi derrière l'oppression de classe. Donc, ils font cette relation-là. Ouais. Donc, la conscience est là. Et c'est pourquoi Ariel Henry est totalement décrié. Et c'est pourquoi qu'on gouverne par la terreur maintenant. Il n'y a aucun moyen de gouverner par le consentement avec le peuple haïtien. Parce que le peuple haïtien est tellement conscient que chaque élection, quelle que soit la situation qu'on lui demande, qu'on propose des changements avec le peuple va toujours prendre la position pour quelqu'un qui défend le pays actuellement. Et c'est là le gros problème de l'impérialisme en Haïti, c'est là le gros problème de l'oligarchie. Le peuple, le consentement s'est terminé. Maintenant, c'est la terreur. Et qui dit pour combien de temps qu'on va diriger un peu avec la terreur? C'est là la grande question pour eux. Et ça, c'est très difficile pour eux de répondre à cette question-là. Et c'est pourquoi que je crois à l'avenir, je crois à l'émancipation du peuple. Alors, est-ce que vous comprenez, madame, messieurs, que vous avez cette responsabilité de continuer à faire ce qu'on appelle cette éducation populaire? Je vous ai expliqué au départ, je ne sais pas si tu étais là, Alain, Jean, j'ai participé à une rencontre avec des gens que je connais, des jeunes, des gens de toute tendance qui disent qu'ils comprennent, des gens qui disent qu'ils ne comprennent pas. Donc, vous voyez, c'est pas tout le monde qui comprend les choses. Donc, on a cette petite responsabilité. Malheureusement, l'avant-garde, on n'est pas nombreux là-dedans. Donc, je vous donne rendez-vous pour une autre fois. Et sachez... comme ça. Sachez que Jenny a dit qu'elle était prête, elle consacre du temps. Moi aussi, Jenny, je suis prêt. Et en fait, c'est une responsabilité commune. Vas-y. Oui, on a une invitation d'ailleurs le 28 janvier. À la Perle retrouvée, ça va être une assemblée populaire. On est rendu à la 7e assemblée populaire. 7 déjà. Oui. Alors, on va continuer à faire ça régulièrement et ça va être l'occasion justement d'en apprendre plus et d'organiser cette lutte de libération. Il ne nous reste plus de temps. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci, au revoir. Bye bye.
En Haïti, votre argent livré en moins de 2 heures, c'est la garantie exclusive CAM. Et pour le transfert de nourriture, CAM est la seule maison de transfert qui offre la livraison partout à travers Haïti. Un grand merci à tous nos clients, anciens et nouveaux, pour la confiance placée en nous depuis 35 ans. CAM, notre service fait la différence. Pour de plus amples informations, téléphonez en 800 934 0440 ou visitez www.camtransfer.com. C'est l'occasion d'organiser une fête d'anniversaire, une fête quelconque à la maison, au bureau ou en salle. Pour la bonne bouffe, confiez la chose les yeux fermés à Marie-Ursule Latour Traiteur. Des professionnels des cuisines créoles et françaises qui vous font des repas, des bouchées absolument divins. Pour la réussite de votre événement, confiez sans hésiter la section des repas au meilleur traiteur en ville, Marie-Ursule Latour, avec ou sans service, et vos invités seront contents. 54 326 8665. Vous avez un projet pour vous ou pour un membre de votre famille en matière d'immigration? Confiez-vous à un professionnel qualifié, reconnu et autorisé. Pour vos besoins en matière d'immigration, un seul nom, une seule référence. Cabinet d'immigration Hercule. Pour le regroupement familial, réfugiés, travailleurs qualifiés, considération humanitaire, permis d'études, permis de travail, visa de visiteur, appel en cas de refus, défense et représentation devant la CSR, cabinet Hercule. Pour une consultation ou un rendez-vous, présentez-vous au 96 à 58 boulevard Saint-Michel entre Industriel et Sauvé. Téléphone 514 616 2024 au 514 725 2024. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec le AM 1410. Regard, toute l'actualité d'ici et d'ailleurs sur CPAM, radio-union.com, tous les soirs 20h.